Il y a un sentiment que beaucoup d'entre nous connaissent, mais que peu osent nommer. Celui de vivre la vie de quelqu'un d'autre. C'est ce malaise subtil qui apparaît dans les moments les plus inattendus, lorsque vous êtes au milieu d'une conversation qui ne vous intéresse pas dans un travail qui ne vous satisfait pas, ou lorsque vous suivez un chemin que vous n'avez jamais consciemment choisi. C'est comme si vous vous réveilliez un jour et que vous vous rendiez compte que vous avez joué un rôle dans une pièce que vous n'avez pas écrite, en suivant un scénario que quelqu'un d'autre a conçu pour vous. Ce sentiment n'est pas une coïncidence, c'est l'écho d'une vérité profonde qui résonne du plus profond de notre être, l'urgence de se retrouver. Carl Jung, l'un des psychologues les plus visionnaires du XXe siècle, l'a compris mieux que quiconque. Pour lui, la vraie vie n'a pas commencé avec la naissance physique, mais avec quelque chose de beaucoup plus profond. Le moment où nous osons nous confronter à ce que nous sommes vraiment, au-delà des attentes, des rôles sociaux et des masques que nous avons appris à porter pour naviguer dans le monde. Jung a dit que la vie commence en fait à 40 ans, non pas parce qu'avant cela n'avait aucune valeur, mais parce que les premières années fonctionnent comme un terrain d'entraînement intensif. Au cours de ces premières décennies, nous construisons des identités, nous apprenons à nous adapter, nous développons des outils de survie sociale. Mais il arrive un moment où ces mêmes outils qui nous ont aidés à nous adapter commencent à nous limiter, à nous étouffer. C'est alors que la question fondamentale se pose. Qui suis-je vraiment quand personne ne me regarde? Ce processus de connaissance de soi, que Jung appelait l'individuation, n'a pas d'âge précis pour commencer. Cela peut arriver dans la vingtaine, la trentaine, la cinquantaine ou même plus tard. Ce qui compte, ce n'est pas quand nous commençons, mais que nous ayons le courage de commencer. Parce que se retrouver n'est pas un événement magique qui se produit du jour au lendemain. Il s'agit d'un processus graduel, parfois douloureux, mais toujours transformateur. Pensez à ces moments de votre vie où vous avez eu l'impression que quelque chose ne collait pas. Ce sentiment de vivre en pilote automatique, de suivre des routines qui ne vous nourrissent pas, d'entretenir des relations qui semblent vides, de poursuivre des objectifs qui ne vous excitent plus. Ces malaises ne sont pas des signes que quelque chose ne va pas chez vous. Ce sont des invitations urgentes à se réveiller. Ils sont votre vrai moi qui essaie de communiquer avec vous, demande de l'attention, supplie d'être entendu au milieu du bruit constant des attentes extérieures. L'individuation commence ici, dans ce moment gênant, où nous réalisons que nous avons vécu pour les autres, plutôt que pour nous-mêmes. C'est le moment où nous commençons à remettre en question le récit que nous nous sommes racontés sur nos vies, à revoir les décisions que nous avons prises automatiquement, à réaliser que nous marchons peut-être sur un chemin que nous n'avons même pas consciemment choisi. Dès notre naissance, nous commençons à développer ce que Jung appelait la personne, un masque social qui nous permet de fonctionner dans le monde. Ce masque n'est pas nécessairement une mauvaise chose. En fait, elle est essentielle à la survie sociale. Cela nous aide à être acceptés par la famille, à exceller à l'école, à trouver des emplois, à nouer des relations. C'est la partie de nous qui sait comment se comporter lors d'un entretien d'embauche, comment agir lors d'un dîner de famille, comment se présenter à des inconnus. Le problème surgit lorsque cette personne devient si dominante que nous commençons à la confondre avec notre véritable identité. Nous commençons à croire que nous ne sommes que ce que nous montrons au monde. Nous devenons prisonniers de nos propres rôles sociaux. Le professionnel à succès qui est complètement épuisé à l'intérieur. Le couple parfait qui a perdu toute connexion authentique avec son moi intérieur. Le fils obéissant qui ne s'est jamais demandé ce qu'il veut vraiment de la vie. Pendant l'enfance, nous épongeons les croyances, les valeurs et les comportements qui nous aident à être acceptés et valorisés. Ils nous félicitent d'agir d'une certaine manière, nous encouragent à suivre certains chemins et nous poussent souvent, subtilement,
à ignorer les parties de nous-mêmes qui ne correspondent pas au moule familial ou social. Au fil du temps, ce masque se renforce en ce que beaucoup confondent avec votre vraie personnalité. Mais il arrive un moment où la personne que nous avons construite commence à nous étouffer. Nous commençons à sentir qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose de plus profond et de plus authentique qui est étouffé par des attentes extérieures. Les fissures dans cette façade peuvent apparaître de différentes manières. Peut-être vous retrouvez-vous à vivre le rêve de quelqu'un d'autre, la carrière que vos parents ont idéalisée pour vous, la relation qui semble parfaite de l'extérieur, mais ne vous nourrit pas de l'intérieur, le style de vie qui suit toutes les normes sociales, mais vous laisse avec un sentiment constant de vide. À l'extérieur, tout semble être en place, mais à l'intérieur, il y a un malaise que vous ne pouvez pas ignorer. Cette préoccupation est précieuse. C'est votre vrai moi qui essaie de briser les couches de conditionnement social. C'est une invitation à entamer le processus le plus important de votre vie, le voyage vers l'authenticité. Mais pour entreprendre ce voyage, vous devez être prêt à remettre en question les constructions mentales que vous avez peut-être maintenues pendant des décennies. Le premier pas vers une véritable conscience de soi nécessite le courage de regarder au-delà des attentes extérieures et d'explorer ce qui compte vraiment pour vous. Cela signifie être prêt à décevoir ceux qui s'attendent à ce que vous continuiez à jouer le rôle que vous avez toujours joué. Se libérer de la personne n'est que la première étape de ce voyage transformateur. Parce que lorsque nous commençons à enlever les couches de notre masque social, nous réalisons qu'il y a beaucoup plus en nous que ce que nous avions imaginé. Et tout ce que nous rencontrons n'est pas confortable à affronter. Jung avait un nom pour ce territoire inconnu, l'ombre. L'ombre représente cette partie de nous-mêmes que nous avons appris à cacher, à réprimer ou à nier. Ce sont les aspects de notre personnalité qui ne correspondent pas à l'image idéale que nous voulons projeter au monde. Il comprend nos peurs les plus profondes, les désirs qui nous embarrassent, les émotions que nous trouvons inacceptables et même les qualités positives que nous avons sous-estimées ou rejetées pour une raison quelconque. Dès notre plus jeune âge, nous recevons des messages constants sur les aspects de notre personnalité qui sont acceptables et ceux qui ne le sont pas. Ne pleurez pas, soyez forts. Ne vous fâchez pas, ce n'est pas joli. Ne soyez pas si sensible. Petit à petit, nous apprenons que certaines émotions et caractéristiques ne sont pas les bienvenues dans notre environnement. Ainsi, nous commençons à diviser notre psyché en bonnes et mauvaises parties. On garde les bons côtés en surface. On les cultive, on les montre avec fierté. Les mauvaises parties, nous les reléguons dans ce que Jung a décrit comme un sous-sol émotionnel, croyant que si nous ne les voyons pas, elles cesseront tout simplement d'exister. Mais ce que nous réprimons ne disparaît pas. Il suffit d'attendre le bon moment pour se manifester. L'ombre peut se manifester par cette irritation disproportionnée que nous ressentons envers certaines personnes qui, sans que nous nous en rendions compte, reflètent des aspects de nous-mêmes que nous préférons nier. Cela peut prendre la forme d'auto-sabotage lorsque nous détruisons inconsciemment des opportunités parce qu'au fond de nous, nous ne croyons pas que nous méritons le succès. Se confronter à l'ombre est profondément inconfortable parce qu'il nous oblige à affronter nos contradictions intérieures. Nous nous rendons compte que nous pouvons être généreux et égoïstes à la fois, courageux et lâches, aimants et rancuniers. Ces dualités nous effraient parce qu'elles remettent en question le récit simplifié que nous avons construit sur nous-mêmes. Mais Jung a compris que ce n'est qu'en acceptant et en intégrant notre ombre que nous pouvons devenir vraiment entiers. Imaginez quelqu'un qui admet enfin qu'il est jaloux de la réussite des autres.
Au lieu de vous juger sévèrement pour cette émotion, vous pouvez explorer ce que cette envie vous révèle sur vos propres désirs insatisfaits. Faire face à l'ombre n'est pas un acte de défaite, mais un immense courage. C'est la reconnaissance que nous sommes des êtres complexes, aux multiples facettes, pleins de contradictions, belles et stimulantes. Lorsque nous y faisons face, il cesse d'être un monstre caché et devient une partie intégrante de ce que nous sommes. Ce processus n'est pas quelque chose que nous devrions faire de manière totalement isolée. Partager nos vulnérabilités avec des personnes en qui nous avons confiance peut être profondément guérisseur. L'ombre perd une grande partie de son pouvoir destructeur lorsqu'elle est exposée à la lumière de la conscience et de l'acceptation. Accepter nos parties cachées ne signifie pas que nous réparons quelque chose de cassé en nous. Au contraire, c'est une reconnaissance profonde que nous sommes des humains entiers, avec la lumière et les ténèbres qui coexistent naturellement en nous. En embrassant ces parties apparemment contradictoires, nous découvrons une liberté qui transcende toute approbation extérieure. Lorsque nous parvenons à intégrer à la fois notre personne et notre ombre, nous nous trouvons dans le processus que Jung appelait l'individuation. C'est le moment où nous cessons d'essayer d'être ce que le monde attend de nous et commençons à être qui nous sommes authentiquement. L'individuation est la voie de l'épanouissement psychologique. C'est l'intégration consciente de toutes les parties de nous-mêmes, la lumière et l'ombre, la raison et l'intuition, le masque social et l'essence privée. Éveiller notre vrai moi signifie sortir du pilote automatique existentiel et commencer à vivre avec une intention consciente. Ce réveil se fait rarement, tranquillement. L'individuation commence souvent par une crise, ce sentiment dévastateur que la vie a perdu de son éclat, que nous sommes piégés dans un cycle répétitif dénué de sens. Ces crises peuvent faire peur parce qu'elles déstabilisent tout ce que l'on croyait savoir de nous-mêmes, mais elles sont aussi des invitations sacrées à des changements profonds. L'individuation ne signifie pas le rejet de tout ce que nous avons construit jusqu'à présent. Il s'agit d'un processus sophistiqué de resignification. Il s'agit d'examiner nos choix passés avec compassion, d'identifier ceux qui ont été faits par la peur et ceux qui reflètent vraiment nos valeurs les plus profondes. Au fur et à mesure que nous nous alignons plus profondément avec ce que nous sommes en essence, nous commençons à faire l'expérience d'une liberté renouvelée. Ce n'est pas la liberté superficielle de faire ce que l'on veut sans en considérer les conséquences, mais la liberté profonde de vivre avec une authenticité inébranlable. Des décisions qui semblaient autrefois incroyablement difficiles commencent à être plus claires. Cela se produit parce qu'ils sont maintenant guidés par ce qui nourrit vraiment notre âme, plutôt que par ce que nous pensons que nous devrions faire selon les normes sociales. Sur ce chemin, nous découvrons aussi qu'être authentique ne signifie pas être parfait. Il s'agit plutôt d'accepter nos imperfections comme une partie intégrante de ce qui nous rend uniques. Lorsque nous nous permettons d'être véritablement vulnérables, nous réalisons que l'authenticité est précisément ce qui nous relie profondément aux autres êtres humains. Cet éveil du vrai soi est transformateur, non pas parce que nous devenons quelque chose de complètement différent, mais parce que nous commençons à vivre comme ce que nous avons toujours été en essence. C'est un retour à l'essentiel, à l'authentique et au significatif. Se trouver soi-même et éveiller son vrai moi marque le début d'une toute nouvelle façon d'exister. Lorsque nous intégrons toutes les parties de qui nous sommes et que nous commençons à vivre à partir d'un lieu de profonde authenticité, nous trouvons la liberté de vivre avec un but clair, d'aligner nos actions quotidiennes sur ce que nous apprécions vraiment. Vivre avec un but ne signifie pas avoir toutes les réponses ou suivre un plan parfaitement structuré. Cela signifie accepter que la vie est intrinsèquement dynamique
et imprévisible, et que notre rôle est de faire des choix conscients qui reflètent qui nous sommes vraiment. C'est avoir le courage de dire non à des opportunités qui ne résonnent pas avec notre essence, et enfin, investir du temps dans ce que nous avons toujours voulu explorer. Cette liberté authentique ne va pas sans défi. Vivre avec un but signifie parfois abandonner des idées, des personnes ou des situations qui ne nous servent plus. Il est naturel de ressentir de la peur pendant ce processus, mais il est crucial de se rappeler que la liberté d'être qui nous sommes n'implique pas l'absence de difficultés, mais la capacité de les affronter avec courage, en sachant que nous vivons notre vérité intérieure. Lorsque nous commençons à vivre avec un but authentique, nos relations sont également transformées. Nous commençons à attirer des gens qui partagent des valeurs similaires, qui nous inspirent à grandir. Nous devenons plus sélectifs avec notre temps et notre énergie, en donnant la priorité à ce qui nous apporte de la joie et un sens profond. Vivre avec un but signifie également pratiquer une acceptation profonde. Cela ne signifie pas que nous n'aurons plus jamais de jours difficiles ou de moments de confusion, mais plutôt que nous développerons la sagesse d'accepter que la vie est imparfaite, mais qu'elle peut être profondément significative. Lorsque nous adoptons cette perspective, nous cessons de chercher désespérément le bonheur dans les résultats extérieurs et commençons à le trouver dans l'acte d'être présent et fidèle à nous-mêmes. Mais il y a un aspect crucial de ce voyage qui est souvent négligé, la résistance interne. Lorsque nous commençons à vivre authentiquement, nous sommes confrontés non seulement à la résistance extérieure du monde qui nous entoure, mais aussi à la résistance féroce de notre propre système psychologique. Cette résistance interne survient parce que notre ego a passé des années à construire une identité spécifique. Et toute menace à cette identité est perçue comme un danger existentiel. Jung a appelé cette résistance la névrose du développement. C'est cette voix intérieure qui nous dit que nous sommes irresponsables, que nos rêves sont puérils, que nous devrions nous contenter de ce que nous avons. C'est la peur viscérale qui surgit lorsque nous sommes sur le point de prendre une décision qui nous rapprochera de notre vérité, mais qui remet en question les attentes que les autres ont de nous. Cette résistance peut se manifester de manière très subtile. Cela peut se manifester par une perte soudaine d'énergie lorsque nous pensons à apporter des changements majeurs dans notre vie. Cela peut émerger comme une avalanche d'excuses rationnelles pour expliquer pourquoi ce n'est pas le bon moment pour poursuivre ce que nous voulons vraiment. Cela peut se manifester par une tendance à saboter inconsciemment les opportunités qui s'alignent sur notre objectif authentique. La reconnaissance de cette résistance intérieure est cruciale pour le processus d'individuation. Ce n'est pas quelque chose que nous devrions éliminer complètement, mais quelque chose que nous devrions apprendre à naviguer avec sagesse. La résistance, paradoxalement, peut servir de boussole qui nous dit que nous nous rapprochons de quelque chose de vraiment important pour notre croissance. Un autre élément fondamental de ce voyage est ce que Jung a décrit comme la fonction transcendante, la capacité de maintenir consciemment la tension entre des opposés apparemment irréconciliables, jusqu'à ce qu'une troisième option émerge qui les intègre. Concrètement, cela signifie apprendre à vivre avec l'inconfort, de ne pas avoir de réponses immédiates, d'avoir plusieurs perspectives sans s'effondrer prématurément dans une seule conclusion. Par exemple, vous pouvez ressentir à la fois le désir de sécurité financière et l'appel vers une carrière plus créative, mais moins lucrative. Plutôt que de forcer un choix immédiat entre ces deux impulsions, la fonction transcendante vous invite à maintenir cette tension jusqu'à ce que vous trouviez une façon unique d'intégrer les deux aspects dans votre vie, d'une manière que vous n'avez pas envisagée auparavant. Cette capacité à maintenir la tension créative est essentielle
au développement psychologique mature. La plupart des gens s'effondrent trop rapidement dans des solutions simplifiées parce que l'inconfort de l'incertitude leur est intolérable. Mais c'est précisément dans cet espace de tension soutenue que les solutions les plus créatives et les plus authentiques émergent. Le processus d'individuation implique également le développement de ce que Jung appelait la fonction inférieure. Chaque personne a des fonctions psychologiques dominantes qu'elle a développées tout au long de sa vie. Peut-être êtes-vous naturellement analytique et rationnel, ou peut-être êtes-vous intuitif et émotionnel. La fonction inférieure représente les capacités qui sont restées moins développées et que nous ressentons souvent comme une source de maladresse ou d'inconfort. Cependant, l'intégration de la fonction inférieure est cruciale pour atteindre l'épanouissement psychologique. Si vous avez vécu principalement de votre intellect, votre processus d'individuation peut vous obliger à apprendre à faire davantage confiance à votre intuition et à vos émotions. Si vous avez été principalement une personne émotive, il peut être nécessaire pour vous de développer vos compétences d'analyse et de pensée critique. Ce développement ne consiste pas à devenir compétent dans tout, mais à élargir votre gamme de réponses disponibles à la vie. Lorsque vous intégrez votre rôle inférieur, vous devenez une personne plus équilibrée, capable de naviguer dans un plus large éventail de situations avec flexibilité et sagesse. Un aspect particulièrement difficile du processus d'individuation est ce que Jung a appelé la mort de l'ego. Il ne s'agit pas de mourir littéralement, mais de laisser mourir les versions limitées de nous-mêmes qui ne nous servent plus. C'est un processus de renouvellement constant qui nécessite une volonté de lâcher prise sur des identités que nous avons farouchement défendues pendant des années. Cette mort symbolique peut être profondément désorientante. Vous pouvez vivre des périodes où vous avez l'impression de ne pas savoir qui vous êtes vraiment, où les anciennes sources d'identité ont perdu leur pouvoir, mais où les nouvelles ne se sont pas encore complètement cristallisées. Ces périodes liminales, bien qu'inconfortables, sont essentielles pour une croissance authentique. Jung a compris que ces moments de désorientation existentielle n'étaient pas des signes de pathologie, mais de santé psychologique. Ce sont des indications que le processus d'individuation est en cours, que vous évoluez vers une version plus complète de vous-même. La clé est d'apprendre à naviguer dans ces périodes de transition avec patience et autocompassion. Lorsque nous nous libérons des attentes extérieures et vivons en alignement avec notre objectif, nous découvrons que notre vie authentique a le potentiel d'avoir un impact positif sur les autres et de créer un héritage qui transcende notre existence. Cet héritage n'a pas besoin d'être grandiose. On la retrouve dans les traces quotidiennes que nous laissons dans le monde et dans les vies que nous touchons. La création d'un héritage authentique, c'est vivre d'une manière qui reflète véritablement nos valeurs et inspire l'authenticité chez les autres. Et elle se manifeste dans les choix éthiques que nous faisons, dans les liens authentiques que nous cultivons, dans le sens conscient que nous donnons à nos actions. Souvent, l'impact le plus durable que nous laissons est complètement invisible. Des conseils donnés avec amour, un geste de générosité, le courage tranquille de vivre une vraie vie. En fin de compte, le véritable héritage ne réside pas dans les possessions matérielles que nous accumulons, mais dans la qualité de vie que nous choisissons de vivre, dans les souvenirs affectueux que nous laissons dans les liens authentiques que nous créons, dans le courage dont nous faisons preuve en étant véritablement nous-mêmes. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que lorsque nous vivons de manière authentique, cet héritage émerge naturellement comme le reflet de ce que nous sommes par essence. La vie commence quand nous nous trouvons nous-mêmes. Cette vérité résonne tout au long de ce voyage de découverte de soi. Il ne s'agit pas d'un moment unique, mais d'un processus continu de découverte et d'acceptation. Le long de ce chemin, nous faisons face à nos masques, embrassons nos ombres
nous nous éveillons à notre vrai moi et trouvons la liberté de vivre avec un but authentique. Chaque pas est une invitation à regarder vers l'intérieur et à se demander « Qu'est-ce qui me fait vraiment me sentir vivant? Qu'est-ce qui me fait sortir des profondeurs? Comment puis-je vivre une vie authentique ?» Ces questions ont le pouvoir de transformer complètement notre existence. Ils nous invitent à vivre non pas dans l'approbation des autres ou dans la peur du rejet, mais avec le courage d'être complètement qui nous sommes. C'est la beauté de la vie qui commence par la connaissance de soi. Ce n'est pas parfait, mais c'est réel. Et en vivant authentiquement, non seulement nous nous libérons, mais nous créons également un espace pour que les autres fassent de même. En fin de compte, lorsque nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, le monde nous répond aussi avec plus de vérité. La vraie vie ne commence pas lorsque nous accomplissons quelque chose de spécifique extérieurement, mais au moment sacré où nous nous trouvons enfin.